I think the one I enjoyed reading more than anything else. My husband, he does it really. He can do all the voices. Dès l'instant où la première rumeur a circulé selon laquelle le prince William avait discrètement entrepris de restreindre les privilèges de la famille de Camilla, j'ai senti que quelque chose avait changé au palais. J'ai perçu un changement d'atmosphère comme si des années de tensions accumulées avaient enfin trouvé un exutoire. Alors qu'à l'extérieur, tout semblait se dérouler comme si de rien n'était à l'intérieur, j'ai vu cette simple décision provoquer une onde de choc. Ce qui paraissait au départ un simple ajustement de protocole s'est révélé être une opération stratégique qui a profondément bouleversé les rapports de force en coulisses. J'ai immédiatement compris que l'intention de William n'était pas seulement administrative, mais fondamentale. Il voulait fixer des limites, et il voulait que tout le monde le comprenne. Quand j'ai appris que William avait officiellement confirmé la suppression de tous les privilèges informels et semi-cérémoniels de la famille Parker Bowles, j'ai compris que ce n'était pas une mince affaire. La manière dont cela s'est fait, discrètement avec mesure et précaution, montrait que la décision avait été mûrement réfléchie pendant des mois, voire des années. J'avais le sentiment d'assister à une rupture. La monarchie avait longtemps évolué dans une sorte d'espace flexible où conjoints, parents et amants trouvaient leur place entre tradition et modernité. Mais William voulait rompre cette flexibilité. Il revenait à des fondements plus stricts, plus restrictifs et bien plus exclusifs. Pourquoi à ce moment précis? Pourquoi avec une telle brutalité? Ces questions me hantaient à mesure que les premières notes de service apparaissaient. Les informations qui circulaient au sein du palais étaient frappantes par leur formulation purement pragmatique. Rien d'émotionnel, rien de personnel. Seulement des corrections structurelles, une clarification constitutionnelle, une mise en conformité avec les normes historiques. Mais à la lecture de ces mots, je percevais le sous-texte que personne n'exprimait. Il ne s'agissait pas d'une correction, mais d'une rupture. Le message était sans équivoque. La monarchie est été faite pour la succession héréditaire et non pour ceux qui y ont accédé par le mariage ou la loyauté, et certainement pas pour leurs enfants ou petits-enfants. J'avais le sentiment que cette décision ne concernait pas seulement la répartition des sièges, mais aussi la redéfinition profonde de la monarchie. Une version dépouillée d'elle-même. Une sorte de retour à un modèle semblable à celui de l'époque d'Élisabeth II, plutôt qu'au modèle plus humain et relationnel que Charles et Camilla avaient progressivement instauré. Ce qui m'a le plus frappé, c'est l'ampleur de l'intervention. Il ne s'agissait pas seulement d'invitation. Il s'agissait de la place réservée au banquet d'État, de la suppression de noms dans les documents internes et de la suspension des fonctions protocolaires. Tout ce qui s'était construit petit à petit pendant des années fut balayé d'un seul coup. Et en repensant à la manière dont la famille de Camilla avait été soigneusement intégrée à l'institution, j'ai compris que William ne se contentait pas de supprimer quelque chose. Il rétablissait ce qu'il considérait comme un rééquilibrage des pouvoirs. Avait-il enduré cela tout ce temps? Avait-il vu Camilla manœuvrer patiemment pour rapprocher ses enfants et petits-enfants du cœur même de l'institution? Et avait-il attendu tout ce temps d'être assez fort pour riposter? Mes pensées se sont tournées vers les moments où j'avais vu la famille de Camilla apparaître de plus en plus souvent. Parfois discrètement, parfois de façon inattendue et ostentatoire. J'avais déjà senti que cela ne plaisait pas à tout le monde, surtout à William et Kate. Mais je n'avais pas anticipé que cela mènerait finalement à une refonte complète. En considérant le ton formel de l'ordre, j'ai compris que William devait développer sa propre vision de la monarchie depuis un certain temps. Cette vision ne prenait pas en compte les beaux-parents, devenus des membres de la famille royale. Sa définition de la monarchie était stricte, et surtout fondée sur le sang et non sur les liens du sang. Pourtant, le moment choisi me taraudait. Pourquoi maintenant? Pourquoi précisément à cet instant alors que la santé de Charles suscitait à nouveau des inquiétudes et que William assumait davantage de responsabilités publiques? J'avais l'impression qu'il commençait déjà à façonner son futur rôle avant même de l'assumer officiellement. Comme s'il comprenait que la monarchie vit à une époque où le moindre signe de faiblesse est amplifié, le moindre privilège scruté à la loupe et la moindre ambiguïté impitoyablement sanctionnée par l'opinion publique. Peut-être y voyait-il un nettoyage nécessaire, une mesure préventive contre les critiques futures. Mais à quel prix? Le plus frappant était le silence qui régnait en coulisses. Aucune annonce officielle, aucune explication. Seuls des changements subtils mais indéniables dans les agendas, les listes et les protocoles laissaient entrevoir la vérité. Je sentais que ce silence était stratégique. Un débat public n'aurait fait qu'envenimer la situation. En agissant discrètement, William a mené l'opération avec une froideur clinique presque chirurgicale. Mais il savait aussi que l'information finirait par fuiter, et qu'elle parlerait alors d'elle-même. Une famille royale qui se remettait sur pied sans incident en apparence. Mais à l'intérieur, c'était la pagaille. Plus je réfléchissais à cette situation, plus il me paraissait évident qu'il ne s'agissait pas simplement d'un conflit entre deux personnes, mais d'un affrontement entre deux visions de la monarchie.
Une guerre sourde entre tradition et modernité, entre inclusion et exclusivité, entre loyauté personnelle et protection institutionnelle. Et je me demandais, est-il possible que les deux camps aient raison, ou une monarchie ne peut-elle revêtir qu'une seule forme à la fois? À chaque nouvelle confirmation interne, il devenait évident qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. William avait marqué son empreinte non pas avec prudence ni en douceur, mais avec détermination. Et même si je comprenais l'impact que cela aurait sur les relations, les positions, le cours futur, je ne pouvais m'empêcher de penser que ce n'était que le début d'un bouleversement bien plus profond. Car que se passe-t-il lorsqu'un futur roi impose sa vision avant même d'être couronné? Et qu'est-ce que cela présage pour l'avenir? Quand j'ai compris l'ampleur de l'intervention de William, il est vite devenu évident que les conséquences ne se limitaient pas à des changements de politique ou à des ajustements de protocole. Le véritable choc est survenu lorsque la réaction de Camilla est devenue visible, et j'en ai ressenti les répercussions à Clarence House comme une explosion. Alors que je tentais encore de saisir ce que les actions de William signifiaient pour la structure de la monarchie, j'ai soudain réalisé que l'impact personnel était bien plus profond que je ne l'avais imaginé. Camilla avait passé des années à bâtir une position qui renforçait non seulement son propre statut, mais aussi celui de ses enfants et petits-enfants. Et lorsque la nouvelle lui est parvenue, cet édifice s'est effondré en quelques minutes. Ce qui m'a le plus frappé, ce n'était même pas le contenu de la décision, mais la façon dont elle l'a reçue. Je l'ai vu recevoir le message lors d'une réunion formelle comme pour n'importe quel autre document administratif. Rien de chaleureux, rien de réconfortant, pas d'appel téléphonique préalable. J'ai eu l'impression que le message avait été transmis avec une froideur délibérée, comme si cette distance faisait partie intégrante du message. Et quand j'ai vu son visage passer de la perplexité à l'incrédulité, puis à une émotion intense, j'ai su que ce n'était pas seulement un moment politique, mais un tournant personnel. Il était difficile de voir la situation dégénérer aussi rapidement. J'ai vu Camilla se replier sur elle-même, se couper du monde, rester des heures, durant dans la même pièce, ses émotions oscillant entre colère et tristesse. J'ai été profondément touché. Car sous le vernis des protocoles, sous la façade d'une tranquillité royale, je percevais une réalité rarement dévoilée. Derrière le pouvoir se cache souvent une vulnérabilité que personne ne souhaite montrer. Mais ici, cette vulnérabilité a été inévitablement révélée. En essayant de comprendre ce qui alimentait sa colère, j'ai réalisé que ce n'était pas qu'une question de titre ou de privilège. C'était une question de reconnaissance, d'années de lutte pour la légitimité, du sentiment d'être enfin accepté dans une institution qu'il avait rejetée pendant des décennies. Et maintenant, tout cela était balayé par une simple décision stratégique. Je ne pouvais m'empêcher de me demander qu'arrive-t-il à une personne lorsqu'une identité soigneusement construite est déconstruite en une fraction de seconde. J'ai également perçu une autre dimension à sa réaction, une dimension qui n'avait rien à voir avec les protocoles, mais tout à voir avec l'histoire. L'histoire de Diana, l'histoire du jugement public, l'histoire d'une rivalité qui n'avait jamais vraiment disparu, même après la réconciliation publique intervenue des années auparavant. Je l'ai ressenti dans la façon dont Camilla s'est visiblement demandé si cette décision n'était pas seulement une question de devoir, mais aussi d'héritage émotionnel, si l'ombre de Diana planait encore sur des décisions en apparence objectives. Et je me suis demandé combien de temps une vieille blessure peut-elle continuer à peser sur un milieu qui n'oublie jamais. Ce qui m'a également frappé, c'est que la réaction de Camilla ne visait pas seulement William, mais aussi le silence de Charles. Ce silence que j'ai ressenti dans chaque pièce où il n'est pas intervenu, n'a pas pris sa défense, n'a pas apaisé les tensions. Un silence qui pouvait paraître logique aux yeux des observateurs extérieurs. Un roi qui ne contredit pas publiquement son héritier, mais qui pour Camilla était vécu comme une trahison. J'ai vu comment ce silence accentuait sa douleur, comme si l'absence de soutien était plus pénible que la décision elle-même. Combien de fois le silence joue-t-il un rôle plus important que les mots au sein de la famille royale ? Quand j'ai appris que Camilla s'était retirée de plusieurs engagements, j'ai compris que la situation avait franchi les limites du protocole. Elle n'avait pas seulement perdu une discussion, elle avait perdu une bataille qu'elle croyait depuis longtemps gagnée. Je l'ai vue aux prises avec la question de savoir si la monarchie l'avait jamais vraiment acceptée ou si sa position n'avait toujours été que tolérée tant qu'elle ne prenait pas trop de place. Cette rupture soudaine laissait penser qu'elle avait marché sur des sables mouvants tout ce temps. Dans les heures qui suivirent, je constatais comment cet incident avait ravivé d'anciennes tensions au sein du palais. La froideur entre Camilla et Kate devint soudain palpable. La distance déjà subtile semblait désormais s'accentuer. Je me demandais alors si ce conflit n'était pas qu'une simple affaire de dossier, mais le symptôme d'un problème bien plus profond, un affrontement entre deux conceptions de ce que devrait être une famille royale à l'ère moderne. L'atmosphère à Clarence House se tendait de jour en jour. Je sentais le personnel chuchoter, les regards se faire plus fuyants, les pas plus rapides. Les conflits au sein de la famille royale sont rarement affichés au grand jour, mais leurs signes sont toujours perceptibles pour ceux qui y prêtent attention. Et en observant tout cela, je compris que ce moment pourrait bien marquer le début d'une profonde rupture.
Non seulement entre individus, mais aussi entre idéologies, entre tradition et modernité, entre émotions et institutions. Je me demandais ce que cela signifierait pour l'avenir de la monarchie. Car si un futur roi est prêt à adopter une position aussi intransigeante, qu'est-ce que cela présage pour l'avenir? Et si une reine en exercice se sent si profondément blessée, comment une institution fondée sur la stabilité pourra-t-elle jamais rétablir la confiance en son sein? En méditant sur ces questions, j'ai compris que cette crise ne se résoudrait pas d'elle-même. Elle continuerait de se faire sentir dans les choix, dans les silences, dans les regards. Et quelque part, je me demandais qui, en fin de compte, subit les conséquences d'une lutte que personne n'est autorisé à reconnaître ouvertement. En repensant à la colère de Camilla qui avait ravagé le palais comme une tempête, je compris que sa réaction était indissociable des années de construction de la lignée Parker-Bowles au sein de la monarchie. J'avais été témoin de toute cette évolution, souvent silencieuse, parfois visible, mais toujours délibérée. Et en analysant les événements, je compris que cette crise n'était pas apparue par hasard. Le terreau était prêt depuis longtemps. William n'avait fait qu'allumer la mèche. Je me souvenais de ces moments où j'avais observé avec stupéfaction la famille de Camilla se rapprocher progressivement du pouvoir comme si une stratégie minutieusement orchestrée se cachait derrière tout cela. Aurais-je dû me douter alors que cela finirait tôt ou tard par provoquer une réaction en chaîne? Dans les premières années qui suivirent le mariage de Camilla avec Charles, la présence de ses enfants était à peine perceptible. Tom et Laura menaient une vie paisible, loin des regards de la cour. Mais lentement, presque imperceptiblement, le changement commença à s'opérer. Je me souviens de l'apparition de leurs noms sur les listes d'invités internes de leur place, légèrement plus proches de la table d'honneur, et des consignes soudaines données au personnel pour s'adapter à leur présence. À l'époque, je pensais encore qu'il s'agissait de courtoisie, d'une volonté d'accueillir une famille recomposée moderne. Aujourd'hui, je comprends que William a interprété ce même processus comme une insidieuse prise de pouvoir. Ce qui m'a le plus frappé durant ces premières années, c'est la subtilité avec laquelle tout s'est déroulé. Pas de décision fracassante, pas de risque susceptible de provoquer l'indignation publique. Camilla n'a jamais exigé, jamais forcé les choses. Elle a laissé le temps faire son œuvre comme si c'était naturel. Mais je savais qu'au sein du palais, rien ne se fait naturellement. Chaque invitation supplémentaire, chaque mention cérémonielle, chaque photo prise de façon délibérée avait un but précis. Et à mesure que son image publique s'adoucissait, j'ai constaté que la résistance envers sa famille diminuait également. Comme si les gens pensaient, si Camilla a mérité sa place, alors ses enfants et petits-enfants devraient au moins pouvoir évoluer avec elle. Ce n'est qu'au couronnement de Charles que j'ai senti un changement. Lorsque les 3 petits-fils de Camilla ont été nommés pages d'honneur, j'ai compris que ce choix n'était pas qu'un simple symbole. C'était une affirmation. La déclaration que la lignée Parker-Bowles n'était plus seulement un soutien, mais un acteur à part entière des rituels centraux de la monarchie. Je me souviens encore des murmures surpris du personnel qui s'étonnait qu'une telle chose ne se soit jamais produite pour des enfants sans lien de sang royal. Je pressentais déjà à l'époque que William et Kate devaient se sentir mal à l'aise. Je me demandais si ce ne serait pas le moment où William franchirait enfin la ligne rouge. Plus tard, en entendant comment Camilla cherchait de plus en plus à reléguer sa famille au second plan, séances photos supplémentaires, demandes discrètes de contributions, allusions subtiles à une reconnaissance cérémonielle. J'ai commencé à comprendre pourquoi la tension entre les deux visions au sein du palais s'intensifiait. D'un côté, Charles et Camilla souhaitaient présenter une monarchie plus chaleureuse et plus inclusive. De l'autre, William avait une idée précise en tête, une monarchie restrictive, stricte et sans ambiguïté. Et au cœur de cette tension, j'ai vu comment les petites initiatives de Camilla s'étaient peu à peu transformées en ce que William percevait comme une menace structurelle. En repensant à tous ces souvenirs, je me demandais pourquoi cet agrandissement de la famille de Camilla était un sujet si délicat. Après tout, ils n'étaient pas censés être des membres actifs de la famille royale. Ils n'aspiraient pas à un rôle public. Pourtant, chaque présence semblait indiquer que les limites pouvaient être repoussées. Et je comprenais pourquoi cela était risqué aux yeux d'un futur roi si l'on fait une exception. Pourquoi pas 2? Et si l'on confie un rôle cérémoniel à un petit enfant par alliance, comment définir clairement les limites? Je me demandais combien de fois une tradition peut-elle être modifiée avant de perdre son fondement. En repensant aux conversations entre les membres du personnel, je me suis souvenu que certains évoquaient une seconde dynastie sur un ton mi-sérieux, mi-alarmiste. Les Windsor d'un côté, les Parker-Bowles de l'autre. Bien sûr, c'était une exagération, mais parfois les craintes grandissent, non pas parce qu'elles sont réalistes, mais parce qu'on a l'impression qu'une telle situation pourrait se produire. Et William, qui perçoit la monarchie à travers un prisme moderne où l'image est primordiale, ne pouvait se permettre aucune ambiguïté. À ses yeux, toute zone d'ombre rendait la monarchie vulnérable aux critiques, au chaos interne et à la confusion du public. Était-ce pour cela que sa réaction avait été si brutale, non pas pour blesser Camilla, mais pour ancrer le cap de l'institution?
Ce qui m'est apparu encore plus clairement cependant, c'est que les tentatives d'intégration de Camilla n'ont jamais eu pour but de s'emparer du pouvoir mais d'assurer une certaine stabilité à sa famille. Elle savait combien l'opinion publique l'avait durement traitée pendant des années. Elle savait qu'elle avait toujours été une étrangère même après son accession au trône. Peut-être cherchait-elle simplement à créer un refuge où ses enfants et petits-enfants n'auraient plus à subir ce qu'elle avait enduré. Je me suis demandé qui à sa place n'aurait pas tenté d'offrir un peu de sécurité à ses proches, et lorsque William mit fin à tous ses efforts, Camilla eut l'impression non pas d'une simple intervention administrative, mais de la destruction d'une décennie de labeur discret. J'ai vu à quel point cette prise de conscience l'avait bouleversée, car il ne s'agissait pas de perdre des chaises de banquet, il s'agissait de perdre un pan de l'avenir qu'elle avait tenté de bâtir, et à cet instant j'ai compris pourquoi sa réaction avait été si vive et si intense. Je ne peux nier que ces événements m'ont amené à réfléchir à la nature du pouvoir au sein d'une institution si profondément ancrée dans la tradition. Lorsque deux perspectives s'affrontent, l'une inclusive et personnelle, l'autre stricte et hiérarchique, laquelle cause finalement le moins de dégâts? Et comment déterminer qui a raison lorsque les deux parties agissent par conviction plutôt que par intérêt personnel? Tandis que ces questions continuaient de me tarauder, j'ai réalisé que les conséquences de cette rupture se feraient sentir longtemps. Non seulement entre les individus, mais aussi au sein même de la structure de l'institution. Une fois que j'ai commencé à considérer la situation dans son ensemble, il est devenu évident que William travaillait depuis bien plus longtemps à quelque chose de bien plus vaste qu'une simple correction de la position familiale de Camilla. Ce qui à première vue semblait être une intervention administrative était en réalité une réinitialisation royale, soigneusement orchestrée, une redéfinition de la monarchie telle qu'il l'envisageait. J'ai compris qu'il ne s'agissait pas seulement d'une réaction aux agissements de Camilla, mais d'une construction stratégique qui avait dû se préparer pendant des années. Plus j'y réfléchissais, plus il me paraissait clair que sa démarche n'était pas impulsive mais presque méthodique. J'avais l'impression d'assister aux prémices d'un règne qui n'avait pas encore commencé, mais dont les premières lignes étaient déjà visiblement dessinées au palais. En repensant aux dernières années, j'ai perçu des signes subtils qui m'avaient échappé sur le moment. L'évolution vers une monarchie plus restreinte, la réduction du rôle des personnalités secondaires dans la sphère publique, l'accent mis sur la succession directe, autant de pièces du puzzle qui ne faisaient que s'assembler. William n'avait pas attendu d'être couronné, il avait progressivement mis en œuvre sa vision alors que Charles régnait encore officiellement. Le monde voyait un héritier dévoué, mais je comprenais maintenant qu'il posait méthodiquement les fondements d'une monarchie plus autoritaire, plus efficace et bien moins indulgente. Se pourrait-il qu'il ait toujours su qu'une période de transition sous le règne de son père serait le moment idéal pour construire sans donner l'impression de gouverner? Ce qui m'a frappé, c'est la cohérence de ses choix. Chaque décision, aussi insignifiante soit-elle, semblait s'inscrire dans un cadre stratégique bien plus vaste. Là où Charles, par sentiment ou par loyauté, accordait parfois des exceptions, Guillaume les a éliminés. Il ne voulait aucune zone grise, aucun intermédiaire, aucune exemption fondée sur l'émotion. Sa monarchie serait sans ambiguïté une lignée stricte de service de légitimité et de sang. J'ai songé à la fréquence à laquelle il avait été sensible, à l'opinion publique, à sa conscience aiguë des attentes de la société envers une institution largement financée par les contribuables. À une époque où chaque euro, chaque dépense de sécurité et chaque rôle cérémoniel sont analysés, je comprenais de mieux en mieux pourquoi Guillaume recherchait une telle clarté. Mais une question me taraudait, une monarchie peut-elle survivre sans une certaine nuance et une empathie suffisante? Ce qui m'a également frappé, c'est la manière dont William, dans sa refonte, s'est tourné non seulement vers l'extérieur, mais surtout vers l'intérieur. Il a non seulement supprimé les privilèges de la famille de Camilla, mais aussi les structures internes qui laissaient trop de place à l'interprétation. J'ai vu liste après liste être révisés, les rôles du personnel réorganisés et les protocoles d'invitation repensés. Et à chaque fois, tout allait dans le même sens, moins de personnes, plus de clarté. Il semblait vouloir transformer la monarchie en une équipe restreinte de figures clés. Une sorte de minimalisme constitutionnel presque inspiré du modèle scandinave, mais imprégné de traditions britanniques. J'ai trouvé cette combinaison de rigueur et de modernité à la fois novatrice et provocatrice. Ce que je ne pouvais ignorer, c'était la manière dont cette réinitialisation fonctionnait aussi comme une affirmation de pouvoir. Guillaume s'est retranché derrière des arguments constitutionnels, mais les faits avaient indéniablement une dimension politique. En déterminant qui pouvait être visible et qui ne le pouvait pas, il a indirectement dicté qui était considéré comme faisant partie de l'avenir. Son choix d'écarter complètement la famille de Camilla n'avait pas seulement une portée institutionnelle. Il envoyait aussi un message à chaque futur conjoint, à chaque futur mariage, la monarchie vous accepte, mais votre famille reste à l'écart. Cela n'impliquait-il pas aussi la perte d'une protection sociale essentielle qui humanisait la monarchie?
En s'y réfléchissant, j'ai compris que l'approche de William découlait en partie de son propre vécu. Il avait vu la monarchie frôler l'effondrement sous la pression populaire dans les années 1990, comment les émotions et la colère du public avaient failli faire éclater la structure. Peut-être voulait-il empêcher que des complications personnelles ne s'immiscent à nouveau aussi profondément dans le système. Il avait constaté comment les sentiments, dans le cas de Diana, pouvaient plonger toute l'institution dans le chaos. Sa rigueur était-elle en réalité le fruit d'un traumatisme, une tentative d'empêcher l'histoire de se répéter? Je me suis souvenu d'un moment où j'avais vu William étudier des statistiques et des indicateurs d'opinion, non pas superficiellement mais intensément comme s'il voulait comprendre chaque fluctuation. Pour certains, cela le rendait froid, voire trop calculateur. Mais en y réfléchissant, j'ai aussi perçu l'autre aspect, une lourde responsabilité pesant sur quelqu'un qui, dès son plus jeune âge, avait dû comprendre que sa vie ne lui appartiendrait jamais entièrement. Son changement de cap, par conséquent, apparaissait non seulement comme une décision stratégique, mais aussi comme une forme de protection. Protection de l'institution, mais peut-être aussi protection de lui-même. Ce qui m'a le plus interpellé cependant, c'est la façon dont cette restructuration a été perçue au sein du palais. Certains membres du personnel étaient soulagés. Ils y voyaient un retour nécessaire à une structure claire, moins de complications, moins de confusion, moins de risques. Mais d'autres étaient visiblement nerveux. Ils pressentaient qu'une monarchie trop rigide devient aussi plus dure, plus froide, plus distante et donc plus vulnérable, à une époque où la chaleur humaine apporte souvent plus de soutien que les apparences. Je me suis demandé jusqu'où une monarchie peut-elle se défaire avant que le public ne commence à s'interroger sur ce qu'il en reste. En constatant les premières conséquences de la nouvelle orientation de William, j'ai également vu à quelle vitesse cette vision s'est répandue. Des rôles ont disparu, des noms ont été effacés, des documents ont été réécrits. Et au milieu de tout cela, il y avait ce fait troublant, cette réinitialisation a été perçue comme une attaque personnelle contre Camilla. Sa colère était compréhensible, mais la froideur de William l'était tout autant. Il représente deux visions du monde opposées. Et j'ai senti que ce conflit n'était pas un désaccord passager, mais un véritable affrontement de conception du monde. Je me demandais ce que tout cela signifierait pour la période où Guillaume accéderait effectivement au trône. Car si ce n'est qu'une préparation, à quoi ressemblera son accession au trône? Et quels sacrifices s'en découleront lorsque l'efficacité primera sur la tradition ou lorsque la légitimité l'emportera sur l'harmonie? Alors que les conséquences de la restructuration opérée par William devenaient de plus en plus évidentes, je constatais que les tensions au sein du palais ne se limitaient plus à des regards froids ou à des chuchotements. Elles se traduisaient désormais par quelque chose de bien plus profond, une rupture entre Charles et Camilla que je n'avais jamais ressentie aussi intensément. Tandis que William imposait sa vision avec une rigueur et une constance croissante, je voyais Charles se retrouver pris au piège d'une situation inextricable. Il devait choisir entre sa femme qui s'était battue pour sa place pendant des décennies et son fils qui s'employait à restructurer la monarchie comme s'il la gouvernait déjà. Pour la première fois, je me demandais si Charles avait encore le pouvoir d'influer sur la situation ou si son rôle n'avait pas à son insu glissé de celui de dirigeant à celui d'observateur. Ce qui m'a le plus frappé, c'est le silence de Charles à un moment où sa voix aurait pu tout changer. J'ai vu Camilla se replier sur elle-même de plus en plus émotive sans pour autant recevoir de soutien clair. Ce silence n'avait rien de neutre, il trahissait une indécision presque douloureuse. En observant la scène, j'ai compris que Charles devait être en proie à un profond conflit intérieur. Car d'un côté, je le connaissais comme un homme qui fuyait les conflits, qui recherchait la paix, qui privilégiait les liens familiaux au protocole. De l'autre, je le voyais confronté à un fils qui le forçait à prendre position. Et c'est précisément ce qui a rendu la situation si explosive. Quel courage faut-il à un roi pour admettre que son influence commence à décliner? J'ai vu Camilla peiner de plus en plus à dissimuler ses émotions. Elle se sentait exclue, punie, voire humiliée. Et bien qu'il n'y ait pas eu de confrontation ouverte, j'ai perçu dans son attitude une profonde déception envers Charles. Non seulement parce qu'il n'avait pas défendu sa famille, mais surtout parce qu'il semblait ignorer sa souffrance. Que signifie un partenariat quand le silence de l'un blesse l'autre au plus profond de son être? Cette question m'a longtemps obsédé. En suivant les conversations entre conseillers et collaborateurs, j'ai perçu que beaucoup au sein même du palais hésitaient sur la marche à suivre. Certains estimaient que Charles devait intervenir, demander à William d'atténuer la mise en œuvre de ces mesures ou du moins de la ralentir. D'autres, en revanche, observaient depuis longtemps ce glissement de pouvoir. À chaque discours public, à chaque nouvelle initiative, à chaque ajustement de politique, William s'imposait peu à peu comme le visage de la monarchie. D'une certaine manière, Charles lui-même semblait comprendre qu'une confrontation brutale nuirait non seulement à sa relation avec son fils, mais aussi à la stabilité de l'institution pour laquelle il avait œuvré toute sa vie. Quel poids ce fardeau devait-il peser sur lui? Je me souviens d'un moment où j'observais Charles lors d'une réunion interne.
Son visage paraissait tendu non pas par la colère mais par la fatigue, comme s'il tentait de garder l'équilibre sur un fil qui s'amenuisait de jour en jour. Et en l'observant, j'ai réalisé que beaucoup attendent de lui un équilibre qui pourrait bien devenir impossible à maintenir. Le monde change, la monarchie doit évoluer avec lui. Et parallèlement, Charles s'efforce de rester fidèle aux relations personnelles qui l'ont façonné. Mais un monarque peut-il jamais pleinement concilier les deux ? Ce qui m'a encore plus frappé, c'est la façon dont les tensions entre Charles et Camilla se répercutaient sur l'ensemble des dynamiques au sein du palais. Les membres du personnel ne savaient plus à qui se lier. Certains restaient fidèles à Camilla par empathie, tandis que d'autres choisissaient William, car il incarnait clairement l'avenir. Cette situation a créé un climat de tension qui a fragilisé toute l'institution. Un palais fonctionne sur la base d'une harmonie tacite. Dès que cette harmonie vacille, chaque pièce, chaque conversation, chaque geste est scruté à la loupe. Je me suis demandé combien de temps une institution peut-elle survivre lorsque ses dynamiques internes sont si manifestement bouleversées. En observant la situation, il m'est apparu clairement que cette rupture dépassait largement le cadre d'une simple affaire familiale. Le roc que la monarchie est censée être commençait à se fissurer. Comment un système fondé sur la stabilité peut-il fonctionner lorsque deux de ses figures les plus importantes, le roi et la reine, se font de moins en moins confiance tandis que le futur roi trace sa propre voie ? L'ironie était flagrante. Guillaume voulait renforcer la monarchie en restaurant sa structure, mais ce faisant, il a perturbé la cohésion interne même qui avait soutenu l'institution pendant des années. Pourtant, j'ai remarqué que William n'était pas en colère contre Charles. Il était concentré, déterminé à sauver la monarchie. Mais cela n'a pas adouci son attitude envers son père. Il n'a pas cédé, il n'a pas ralenti le rythme et il n'a fait preuve d'aucune nuance. Que signifie pour un père que son fils se comporte comme s'il portait déjà la couronne et que signifie pour un mari que sa femme pense qu'il l'a abandonné ? Je m'efforçais de comprendre les aspects humains qui se cachaient derrière cette structure de pouvoir. Charles s'était battu pendant des décennies pour être accepté avec Camilla à ses côtés. Leur relation avait été forgée par l'épreuve, par la pression sociale, par un passé qui aurait pu leur être fatal. Et maintenant, au moment même où il pensait enfin sa position assurée, je voyais cette sécurité mise à mal par son propre fils. Quel impact cela a-t-il sur la confiance au sein d'une famille qui a toujours eu du mal à communiquer ouvertement, tandis que Camilla luttait pour reconquérir son terrain perdu et que Charles était tiraillé entre ces deux loyautés? Je me suis de nouveau demandé, une monarchie si fortement dépendante du symbolisme et de la stabilité peut-elle permettre aux fondements de la famille de se fissurer? Ou bien est-ce précisément le moment où il devient évident que la tradition ne perdure que lorsque des limites sont fixées, même lorsque ces limites sont douloureuses? Alors que la décision finale de William se précisait, j'ai eu le sentiment que le palais avait atteint un point de non-retour. Tout ce qui était resté murmuré tu ou confidentiel jusque-là s'est soudainement traduit par des changements visibles et irréversibles. C'était comme si une porte invisible s'était refermée derrière nous. Je me souviens avoir vu un matin les documents internes mis à jour de façon permanente. Non seulement la famille de Camilla avait été retirée des listes d'invités et des protocoles, mais leurs noms avaient littéralement disparu des archives numériques comme s'ils n'y avaient jamais joué aucun rôle. Cela m'a profondément troublé. Car si un palais peut si facilement exclure quelqu'un de sa structure officielle, qu'est-ce que cela révèle de la façon dont il traite ceux qui pendant des années sont restés fidèlement à l'écart? En lisant les modifications, j'ai constaté la rigueur avec laquelle tout avait été exécuté. La section « Famille de la Reine » du site officiel avait été supprimée. Ni déplacée, ni fusionnée, tout simplement effacée. Les notes de sécurité interne indiquaient que les laissez-passer supplémentaires pour les petits-enfants de Camilla étaient immédiatement annulés. Les préparatifs des événements à venir avaient été modifiés, les noms des enfants, Parker Bowles, n'y figuraient plus même dans les rôles historiques. J'ai perçu la froideur de cette approche, une précision quasi chirurgicale qui montrait que William n'avait pas hésité à s'engager pleinement dans cette refonte. Sa vision était claire et tout ce qui ne s'y accordait pas était éliminé avec une brutalité implacable. Mais je me suis demandé, une monarchie est-elle plus forte lorsqu'elle se définit avec autant de clarté, ou perd-elle la dimension humaine qui constitue son fondement ? L'atmosphère au sein du personnel était différente d'avant. Certains étaient soulagés que la situation soit enfin claire, que le chaos informel des dernières années cède enfin la place à une structure. D'autres étaient visiblement accablés comme s'ils pressentaient qu'un événement irréparable s'était produit. J'ai remarqué que les proches de Camilla en particulier avaient du mal à accepter cette nouvelle réalité. Ils l'avaient vu pendant des années s'efforcer de concilier vie familiale et professionnelle, de maintenir une apparence de normalité malgré les critiques et les tempêtes médiatiques. Et maintenant, il voyait tous ces efforts réduits à néant avec une rapidité qui semblait presque insensible. Quand j'ai appris que Camilla s'appuyait sur ses propres conseillers pour redéfinir son avenir au sein de la monarchie, j'ai su que la situation était loin d'être réglée.
Elle voulait tracer son propre chemin indépendamment des Windsor. Et d'une certaine manière, je la comprenais. Car quand l'institution à laquelle on a consacré des années vous ferme soudainement une porte, que reste-t-il d'autre que de construire sa propre histoire? Pourtant, je me demandais jusqu'où cette histoire pourrait aller dans un environnement dominé par la succession héréditaire et la tradition. Peut-on se battre pour sa propre place dans un système conçu pour ne privilégier qu'une seule famille nucléaire? Ce qui m'a encore plus frappé, c'est le calme de Guillaume durant toute cette période. Il n'a fait aucune déclaration, n'a recherché aucune attention médiatique et n'a manifesté aucune émotion. Il a agi avec discrétion, précision et conviction. Et ce silence pesait presque autant que ses décisions. Son absence semblait en réalité confirmer son pouvoir. Tandis que Camilla était en proie à ses émotions et que Charles luttait avec sa position, Guillaume restait résolument sur la voie qu'il ne dévierait pas. Et cela m'a amené à une question qu'il m'était de plus en plus difficile d'ignorer. Que se passe-t-il lorsque le futur roi règne avant de porter la couronne? J'ai constaté que de nombreux observateurs considéraient cela comme une évolution nécessaire. Ils estimaient que l'attitude de Charles était trop influencée par les sentiments et la loyauté personnelle. Il pensait que Guillaume moderniserait enfin la monarchie en renforçant le système et en mettant l'accent sur la légitimité. Mais certains craignaient aussi que cette approche intransigeante ne déshumanise la monarchie. À une époque où le public critique de plus en plus les privilèges, la chaleur humaine et l'accessibilité, semblent être les valeurs mêmes qui font vivre l'institution. Jusqu'où peut-on pousser l'efficacité sans perdre l'âme de la monarchie ? À mesure que les répercussions de cette réinitialisation se faisaient sentir, je comprenais de mieux en mieux qu'il ne s'agissait pas seulement de la famille Parker-Bowles. Il s'agissait de l'avenir, de la question de savoir quel type de monarchie William souhaitait bâtir. Et je voyais bien que cette nouvelle monarchie ne laisserait que peu de place aux nuances. Aucune ambiguïté, aucune exception informelle, aucun cercle élargi de semi-royaux. Seulement la lignée, le devoir et la simplicité. Je ne pouvais m'empêcher de me demander une institution se renforce-t-elle en se réduisant ou s'affaiblit-elle en se durcissant? J'ai repensé à d'autres moments de l'histoire où la monarchie a dû faire des choix quant à sa taille. Souvent réduire le nombre de membres actifs de la famille royale a certes accru son efficacité, mais a aussi considérablement augmenté la pression sur les autres. William semble prêt à supporter cette pression, voire même à l'accepter. Mais qu'est-ce que cela signifie pour le reste de la famille et que se passera-t-il lorsque des tragédies, des problèmes de santé ou des conflits personnels mettront ce modèle rigide à l'épreuve? Une monarchie conçue de manière aussi minimaliste peut-elle résister aux réalités de la vie? Tandis que je voyais Camilla se replier sur elle-même, je sentais que cette décision allait bien au-delà d'un simple changement institutionnel. C'était un point de rupture qui allait durablement marquer les relations au sein du palais. Le fossé entre elle et William semblait infranchissable. La tension entre elle et Charles s'intensifiait sournoisement, et la distance entre elle et Kate, d'abord palpable, s'était muée en un mur presque tangible. Que reste-t-il lorsque la confiance s'évapore au plus haut niveau de la famille royale? En observant la situation, je me suis demandé quelles seraient les répercussions de ce conflit dans les années à venir. La monarchie perdure grâce à son image, sa stabilité et la coopération mutuelle qu'elle instaure. Mais maintenant que le futur roi exerce déjà son pouvoir de manière si manifeste et que la reine actuelle se sent exclue, un redressement est-il encore possible? Et plus important encore, peut-être un roi comme Charles peut-il remplir son rôle lorsque sa famille est divisée par des décisions sur lesquelles il ne semble plus avoir aucune prise? Ces événements m'ont clairement fait comprendre que la réforme menée par William modifie non seulement la structure de la monarchie, mais aussi ses fondements émotionnels. Et c'est peut-être dans cette prise de conscience que réside le plus grand défi pour l'avenir: comment concilier des limites institutionnelles strictes avec des relations humaines rarement aussi simples que le veut la